Donc, nous reprenons cet après-midi avec la deuxième intervention qui va s'intéresser aussi à des cas pratiques, avec Violette Aimé, qui est psychologue clinicienne et titulaire d'un master cinéma à Bordeaux 3, et Gilles Mouillac, qui est psychanalyste, docteur en psychologie, qui est aussi formateur dans le domaine de l'usage des outils numériques en consultation de soins ou en institut accueillant des publics avec troubles psychiques. Et tous les deux, ils sont cofondateurs du non-lieu. Et là, j'en dirai pas beaucoup plus puisque c'est aussi en grande partie l'objet de votre présentation. Donc, je vous laisse la parole pour nous présenter le non-lieu. C'est bon? Oui. Bonjour à tous. Merci Virginie et Sina de nous avoir invités pour cette journée et nous avoir permis de vous présenter le non-lieu, qui est un dispositif, une association un petit peu expérimentale qui existe sur Bordeaux depuis 2017, qui a été créée dans l'idée d'offrir un lieu qui accueille les inventions, les intérêts et les passions de jeunes en situation de handicap psychique ou de souffrance psychique ou de déscolarisation dans les domaines variés du numérique, dont les jeux vidéo, bien entendu, font partie. L'idée de départ du non-lieu, c'est que chacun puisse trouver dans ce lieu sa formule pour se faire une place dans le monde en se soutenant, du moins au départ, des objets numériques. Donc, la plupart des jeunes que nous rencontrons sont en institution ou sont déscolarisés et ne sont pas forcément pris en charge dans des lieux spécialisés et sont chez eux assez isolés. Mais nous avons pu remarquer que à partir du jeu vidéo ou de l'univers des jeux vidéo et de tout ce qui gravite autour, on pouvait avec eux les faire un petit peu sortir de leur isolement et faire un petit peu lien social. Donc aujourd'hui, on accompagne une trentaine de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et pour la plupart d'entre eux, le non-lieu est le seul espace où ils se rendent en dehors de leur domicile. On anime aussi un serveur Discord. Alors je pense que aujourd'hui, après le confinement, tout le monde sait ce que c'est qu'un serveur Discord, mais je crois qu'avant 2020, pas grand monde ne savait ce que c'était en dehors des gamers, puisque c'est une application qui a été créée au départ pour échanger entre gamers et qui s'est un peu démocratisée pendant le confinement, mais que nous on utilisait déjà avant à l'initiative des jeunes qu'on accompagne pour garder le lien en dehors des temps d'accompagnement au sein du non-lieu. Donc ça permet aussi à certains jeunes pour qui c'est encore très difficile de venir nous rencontrer, de quand même parler avec nous. Donc au départ, l'idée c'était aussi de répondre à un manque des institutions dans lesquelles ces jeunes sont accueillis, qui ne s'occupent que trop peu des intérêts pour l'informatique et pour les jeux vidéo, bien sûr, de ces jeunes, reléguant ça, et on a vu tout à l'heure l'exposé d'Yann Leroux sur cette question, reléguant ça du côté de l'addiction, et donc ne voulant pas en entendre parler au sein de l'institution. Aujourd'hui aussi, avec le confinement et le travail qu'on mène depuis maintenant 5 ans auprès des institutions, des ateliers informatiques et des ateliers autour de jeux vidéo se développent, et des éducateurs, dont certains ici font peut-être partie, commencent à travailler avec les jeunes avec ces outils, ce qui est formidable, et que nous soutenons, bien entendu. Il y a aussi, sur l'autre versant, un certain nombre de jeunes qui consentent à venir au non-lieu en tant qu'on s'occupe plutôt de leur objet que d'eux. On les reçoit à partir de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent faire ou de ce qu'ils veulent apprendre, et non pas de leurs problèmes. Donc on reçoit des jeunes qui sont en IME, qui sont en ITEP, qui sont en hôpital de jour ou qui sont en MEX. Peut-être que
j'espère que je parle pas trop chinois pour la plupart d'entre vous sur les acronymes de ces établissements, mais qui sont tous des établissements spécialisés, mais aussi des jeunes autistes qui sont scolarisés et parfois en grande difficulté avec la scolarité, ou encore, comme je disais tout à l'heure, des jeunes déscolarisés sans aucune prise en charge, soit thérapeutique, soit sociale. Pour que vous ayez en tête ce que c'est que le non-lieu, j'avais quand même fait des slides, donc je vais pas les oublier, de pas les avoir fait pour rien. Plus précisément, ça se trouve dans un espace de coworking à Bordeaux. Un espace donc qu'on partage avec des professionnels du numérique en Aquitaine, l'association Aquinoum. C'est donc le haut lieu geek de Bordeaux en fait, où on reçoit ces jeunes à qui on a souvent dit quand même auparavant que c'était de l'ordre d'un problème ce qu'ils avaient avec les écrans, et quand ils arrivent là-bas, tout le monde est derrière un écran. Les jeunes ne viennent pas y rencontrer des psys et des éducateurs pour apprendre à contrôler leur consommation d'écran. Ils viennent pas non plus faire des thérapies. Quand ils arrivent, ils sont inscrits dans aucun programme préétabli pour eux. Ils viennent avec ce qui les intéresse, et effectivement, ils rencontrent des psychologues et des éducateurs qui sont tous intervenants au non-lieu au même titre, qui vont s'intéresser à ce qu'ils amènent dans le moindre détail, et ça, on le verra avec Gilles Mouillac, c'est ce qui est le plus important, pour tenter d'attraper, de cerner ce qui, pour chacun, compte et peut-être un début de solution dans la vie. Parfois, ça peut prendre du temps, le temps de la rencontre. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas c'est pas un dispositif avec un temps prédéterminé à l'avance d'accompagnement pour chaque jeune. On prend le temps de la rencontre, qui est différent pour chacun. Et ensuite, notre boulot, c'est qu'ils puissent rencontrer des professionnels du numérique, du jeu vidéo, par exemple, pour certains, des programmeurs, des game designers, des sound designers ou des dessinateurs et animateurs, des passionnés, en fait, qui en ont fait leur métier, qui ont su, eux, déjà, sublimer ce qui pouvait passer pour, au départ, de leur côté aussi, pour une addiction, par exemple. Pour que cela... Donc, ces professionnels leur partagent un petit bout de leur savoir et de leur expérience, mais aussi du réel de leur métier, et leur apprendre des choses. Et ça, notre équipe veille à ce qu'ils leur apprennent des choses sans perdre le fil de ce qui, pour chacun, fait point d'intérêt. Ça peut aussi être les jeunes, et ça, c'est très important pour nous, qui ont déjà un petit savoir qu'ils ont appris en autodidacte, que ce soit dans la programmation ou dans d'autres domaines liés à l'informatique, ou dans les jeux vidéo, l'histoire des jeux vidéo. On parlait ce midi qu'effectivement on a beaucoup de jeunes par rapport à l'intervention de ce matin qui sont de grands historiens de l'histoire des jeux vidéo et qui en connaissent un bon bout et qui nous apprennent beaucoup de choses. Et donc nous, on sait pas trop jouer aux jeux vidéo, on connaît pas grand-chose. Et c'est ce qui fait que ils peuvent nous parler et nous apprendre des choses parce qu'on s'intéresse à tout ça et qu'on a envie d'en savoir un peu plus pour chacun, ce que ça représente, ce que c'est pour eux. Donc, il y a aussi, pendant le confinement, c'est très bien que cette journée ait été décalée finalement, Virginie, parce que il s'est passé plein de choses entre 2020 et 2022. Il y a eu ce confinement et on a beaucoup travaillé avec des éducateurs qui étaient très en panne pour garder le lien, comme ça a été beaucoup dit, avec les enfants et les adolescents qui les accompagnent. Donc on a mis en place un dispositif d'accompagnement de ces travailleurs sociaux qui le souhaitaient, parce que c'était pas le cas de tous non plus. Il y avait des travailleurs sociaux qui avaient envie de faire des choses, et donc on a travaillé autour de certains jeux en ligne pour mettre en place des ateliers en ligne avec les enfants d'institutions. Et donc il y a des expériences qui ont été réalisées très intéressantes, où ce sont les enfants, pour une fois, qui ont pris les adultes, les éducateurs par la main pour leur expliquer comment ça fonctionnait le jeu. Et là, quand la position se retourne et que c'est plus l'éducateur qui explique à l'enfant comment c'est que ça fonctionne, que ça doit fonctionner la vie, c'est beaucoup plus intéressant.
il s'est passé plein de choses, et donc ils ont reconstruit, par exemple, dans certains jeux en ligne très connus, parce qu'ils sont partis des jeux auxquels les jeunes jouent, bien entendu. Voilà, ils ont reconstruit l'institution avec même le bureau du psychologue, les ateliers, etc. Voilà. Ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver sur notre site internet, des témoignages d'éducateurs qui ont travaillé ainsi. Notre petit travail au non-lieu, contente de partager avec d'autres professionnels, donc, consiste à tordre le discours communément admis autour des questions liées aux usages du numérique. Plutôt que de se demander comment limiter, c'était la question qu'on posait, qu'on commençait à évoquer tout à l'heure, se demander qu'est-ce que l'usage lui-même tente de limiter pour chacun. À quoi le jeu tente de mettre une limite et à quoi il est déjà une réponse. Comme par exemple, voilà, ces jeunes qui jouent toute la nuit, est-ce que de jouer toute la nuit n'est pas déjà un recours pour contrer une certaine angoisse qu'ils rencontrent la nuit? Enfin, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais pour dire que voilà, nous on part du principe que déjà, même si ça peut être très envahissant parce qu'on a des profils de jeunes, nous on est quand même sur des jeunes en grande difficulté avec des troubles psychotiques, pour qui le jeu vidéo parfois enferme effectivement, mais on se dit que quand même, en fait, c'est déjà une solution et que c'est pas n'importe quel jeu vidéo, et ça on va le voir dans les exemples que va nous donner Gilles tout à l'heure, que c'est vraiment une fonction pour chacun, un jeu vidéo, la façon d'y jouer, etc. De même, l'idée n'est pas forcément de chercher à les déconnecter de la machine, mais de partir de ce à quoi ça les connecte, du réseau que ça installe pour tisser des ramifications à partir de là. En somme, avec l'idée que la meilleure façon d'en sortir, c'est d'y entrer, et ça, Gilles nous l'expliquera aussi. On part d'une position de non-savoir pour se laisser enseigner par chacun de ce qu'il y trouve dans un jeu, par exemple. Et c'est pas forcément jouer avec un jeune, mais plutôt commenter. Pour ça, je fais ça souvent avec certains jeunes. Le streaming avec les micros, par exemple, où l'on s'enregistre et on commente une partie, ça vient permettre de faire conversation avec un jeune autour du jeu et tout ce qui gravite autour à côté. Il y a certains jeunes au non-lieu avec qui on a pu parler qu'en passant par là. Donc on n'est pas obligé d'y connaître grand-chose en jeu vidéo, en informatique au départ, et ça c'est important pour nous de vous le dire, parce que c'est pas et de le dire quand on intervient dans les institutions, parce que souvent quand on intervient auprès d'éducateurs, on a toujours une grande partie qui disent non mais moi jeux vidéo j'y connais rien, ça m'intéresse pas, et on oublie qu'en fait le métier d'éducateur, de travailleurs sociaux, c'est de s'intéresser à ce que l'autre s'intéresse. Donc que le jeu vidéo ça ne vous intéresse pas, on s'en fiche un peu, voilà. Donc c'est plutôt l'idée d'être branché à une certaine éthique qui vise à être au plus près de la parole du sujet et de s'intéresser non pas aux jeux vidéo, mais à ce que le sujet a à en dire. Et je vais laisser la parole à Gilles qui va un peu plus nous donner des exemples peut-être. Tiens, je vais te donner mon micro et tu peux prendre de l'eau. Il marche là ? Des exemples plus concrets pour qu'on rentre dans le vif du travail qu'on mène depuis 2017. Voilà. Merci. Oui, donc au fond, ce que disait Violette, qui est un peu notre orientation générale dans la... Vous m'entendez, c'est bon ? Dans la façon d'essayer d'accueillir les jeunes qu'on reçoit, c'est d'essayer de partir du principe que s'ils ont un usage, ça a une fonction, et donc de respecter ça dans un premier temps, et d'essayer d'aller repérer, au fond, quel est le point de détail précis qui peut faire point d'appui chez le sujet. Je me souviens, un des premiers jeunes qu'on a reçus il y a 5 ans, il était très mélancolique, il avait vraiment une vie réduite à zéro, il faisait très peu de choses. Et la seule chose qu'il a mis en mouvement au bout de quelques années, c'est qu'il s'est mis à jouer à Undertale. Je sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo. Ouais, c'est l'image de droite. C'est un jeu vidéo dans un style un peu rétro gaming qui est très célèbre, qui est sorti il y a quelques années, mais qui est un peu le style des graphismes qu'on avait dans les années 80.
Et la particularité qui accrochait ce jeune, c'était, on en parlait tout à l'heure un peu avec Yann Leroux sur la question des monstres, c'était que il y a certains ennemis qui vous agressent et que vous pouvez désarmer par la gentillesse quand ils sont méchants. Et lui-même, il était quand même environné d'une langue très très méchante où il y avait beaucoup d'idées autodépréciatives et au fond, il avait le sentiment pour aller vite qu'il était la dernière des merdes. Et donc cette possibilité de désarmer la méchanceté par des phrases de gentillesse, c'est le point qui lui le rendait vivant, le raccrochait au jeu et le raccrochait à la vie tout court. Et quand on finit le jeu en mode hard, il y avait un message qui vous disait, puisqu'on pouvait avoir accès qu'au premier niveau en mode hard et pas aux autres, et un message vous disait la suite n'existe pas, si vous la voulez, c'est à vous de la créer. Et pour lui, ça a fait point de départ cette invitation qu'il a remis en mouvement alors qu'il y connaissait absolument rien en codage au départ, mais il est venu nous rencontrer avec cette demande-là. Je voudrais avec vous apprendre à coder pour créer la suite de Undertale. Et donc on l'a mis en contact avec un monsieur dont c'est le métier, qui est professeur de jeux vidéo dans une école dédiée à ça à Bordeaux. Et donc on fait une espèce de mouvement entre ces cours de codage, des rencontres avec nous, où il peut nous expliquer un petit peu ce qui dans le jeu le rend vivant. Et on a pu voir au fond que lui, au fur et à mesure de sa création, il reprenait goût à la vie en arrivant à produire quelque chose de concret et de vivant. Et en même temps, il pouvait s'animer en animant le personnage du jeu qu'il apprenait à coder peu à peu. Donc c'est vraiment, avec lui, ça nous donnait vraiment l'idée que c'est une pratique, une espèce de discipline de la rigueur. C'est-à-dire, on aurait pris un autre jeu, ça n'aurait pas du tout fonctionné parce que c'était ce point précis de ce jeu-là qui lui l'accrochait. On avait d'abord une première intervenante avec laquelle on lui avait proposé de travailler, mais elle disait mais non, c'est pas possible de travailler de refaire Undertale parce qu'il va y avoir des questions de droit d'auteur, parce qu'il avait pour projet de le mettre en ligne, ce qu'on fait dans les fan games, c'est-à-dire il y a tout un tas une grande culture autour de ça. Et en fait, si on avait fait ça, on aurait absolument décroché, on aurait perdu ce jeune-là parce que c'était ce jeu précis qui lui l'accrochait, ce qui fait que c'est notre orientation, notre discipline de départ, c'est vraiment d'accueillir l'usage et le jeu avec lequel le jeune s'avance, avec l'idée qu'au fond, si c'est ça, c'est d'abord qu'il va y avoir des très bonnes raisons. Donc voilà, c'est un exemple de travail qu'on peut faire avec les jeunes. Un autre jeune qu'on avait reçu, lui, au fond, la particularité qu'il avait, c'était qu'il était très inhibé, on va dire en arrêt sur image, avec de grandes impossibilités à avoir une initiative, à parler, à faire des choix. Et donc, ce qui fait qu'il restait tout le temps comme ça face à nous. Quand on lui disait au revoir, il partait pas. Il restait vraiment pris dans une grande inhibition. Mais la seule chose qu'il faisait comme ça de façon active, c'est qu'il jouait à un jeu qui est à gauche, qui s'appelle Sekiro. Bon, c'est un jeu qui se passe au Japon féodal, où vous jouez le rôle de samouraï. Et quand même, c'était très étonnant parce qu'il avait une grande passion, ce jeune, notamment pour les sabres de ces personnages-là. Et quand même, le sabre, c'est la chose qui vous permet de trancher. Et lui-même qui avait quand même les plus grandes difficultés à trancher, à faire des choix, à avancer. Et donc, on a commencé en discutant avec lui à faire tout un travail de montage. Et il s'est mis avec un professionnel à faire des montages autour du Japon féodal et des jeux vidéo, et donc de l'influence du Japon féodal dans certains jeux vidéo, qui est d'ailleurs vraiment, il est vraiment magnifique, Sekiro. Il y a même un mode noir et blanc qui vous permet d'avoir la même esthétique que dans les films de Kurosawa. Et donc, au fur et à mesure de ce travail-là, de pratique du montage, qui est quand même, là encore, le montage, une pratique de trancher dans l'image, lui-même qui était pris par la grande inertie et le collage aux images qui l'empêchait de trancher dans la vie. Et donc, au fur et à mesure, voilà, il pouvait s'animer à travers tout ce travail-là, et qui, jusqu'au point, au fond, lui-même de se présenter
il s'appelait Raphaël et donc il se présentait lui-même comme Raphaël féodal, c'est-à-dire le spécialiste du savoir sur le Japon féodal, auprès duquel il pouvait trouver une place auprès des autres et avoir quelque chose à leur dire. Voilà, donc c'est toujours un travail, espèce d'art du détail pour essayer de cerner le point précis qui accroche le sujet, la fonction, et ensuite à partir de là chercher à en isoler quelque chose qui pourra recréer du lien social et faire solution pour le sujet. Et au passage, pour nous, comme on est une institution, si vous voulez, carrefour entre le monde de psy et le monde de l'insertion sociale, au passage, on essaye de leur glisser un savoir sur mesure à partir de ce qui les intéresse. Donc, beaucoup viennent avec très peu de savoir technique dans le domaine du numérique, mais si vous avez comme point de départ une envie de faire quelque chose, on essaie en cours de route de leur glisser un savoir, comme ce jeune homme-là sur le montage, l'autre d'avant sur le codage, et qui fait que peu à peu, pour certains, on peut glisser vers de l'insertion sociale, voire même pour d'autres, pour du professionnel tout court. Voilà, donc je me souviens d'un autre jeune aussi, c'était bon, il était beaucoup plus jeune, mais pour illustrer la question de repérer la fonction et l'usage d'un jeu, il s'était enfermé chez lui, il ne sortait plus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, et il jouait tout le temps à Minecraft, et de façon répétitive, il passait son temps à tuer des poules avec des œufs. Et ce qui est bon. Et en creusant un peu, on s'est aperçu qu'en fait, c'était parce que devait être rejugé une affaire d'abus sexuel qu'aurait subi sa mère pendant l'enfance. Et donc cette question-là faisait un peu Space Invader dans son esprit, c'est-à-dire que ça faisait fraction pour lui dans ses pensées. Et donc sa façon de se défendre contre cette question qui se reposait là, c'était de se réfugier dans cette pratique répétitive consistant à tuer le poussin dans l'œuf, si je puis dire. Et donc moi j'allais à son domicile et donc il parlait très peu, il était rivé sur son écran, mais ce qui était très intéressant c'était tous les moments où ça déconnait, les moments où ça chargeait pas assez vite, où ça plantait, où il y avait un accident. Et donc ça c'est des moments où ça l'arrachait à l'écran, tout à coup quelque chose d'un peu pulsionnel sortait et là une conversation pouvait s'amorcer précisément à partir de ce qui ne marchait pas, qui était l'intervalle dans lequel une parole pouvait se glisser. Et donc, ça a duré un certain temps comme ça, les visites à domicile. Et puis après, il s'est mis à jouer à ce même jeu en ligne. Et en ligne, il retrouvait un autre enfant de son institution qui lui parlait le soir. Et donc, un jour, cet autre enfant de l'institution m'a dit, mais la prochaine fois que tu vas chez lui, est-ce que tu veux bien m'amener avec toi pour qu'on joue ensemble? J'ai dit oui, je l'ai amené chez lui. Et donc, arrivé chez lui, le jeune de l'institution l'a invité à revenir à l'institution pour jouer avec lui. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu revenir à l'institution et ensuite reprendre une scolarité normale, mais au fond, quelque part, à partir du jeu lui-même. C'est-à-dire, la question, c'est pas l'arracher au jeu pour le rendre, je sais pas quoi, socialement acceptable, c'est essayer de chercher dans le jeu lui-même des opportunités, les embryons de ce qui déjà peut faire lien social et modalité de stabilisation pour les sujets. Alors, on voit ça beaucoup quand même quand on passe un peu de temps sur Twitch ou sur YouTube et qu'on regarde des parties de jeux vidéo commentées. Pour beaucoup de jeunes qui font usage de ça, il y a le jeu, mais c'est pas fondamentalement aussi pour certains le truc le plus important. Pour certains, c'est la parole autour du jeu. C'est de pouvoir faire conversation autour de leur partie, faire petit lien, que ça réponde, que ça commande. Parfois, ça commande pas beaucoup. Il y a beaucoup de chaînes avec, je sais pas, un seul spectateur, enfin, sur Twitch, bon. Mais pour beaucoup, c'est quand même une forme d'attente de parole qu'il y a autour du jeu. Et donc, notre tentative ou façon de faire, c'est d'essayer de faire conversation autour de l'usage déjà là, pour pouvoir, au fond, faire en sorte que le sujet reprenne la parole à partir de ce qui avait l'air d'être anti-lien social au départ. Enfin, jugé comme tel par la société, on va dire. Voilà. Donc, on n'est pas forcément une institution entièrement centrée sur le jeu vidéo parce que on s'intéresse aussi aux pratiques numériques au sens large.
Donc on a aussi des jeunes qui viennent faire du doublage, d'autres de la musique, d'autres du dessin assisté par ordinateur. Enfin, c'est tout ce qu'on peut faire enfin avec les mondes numériques. Et on fonctionne pour certains par petits ateliers, c'est-à-dire petits îlots, un groupe codage Minecraft, un groupe doublage. On a aussi un groupe jeu vidéo là pour le coup, qui est dédié à la création d'un jeu vidéo avec un intervenant extérieur dont c'est le métier, qui est chef de projet dans la création de jeux vidéo. Et comme on le disait aussi ce matin, ça permet à beaucoup de jeunes de se rencontrer parce que le jeu vidéo étant une pratique, enfin un art très complet. Ça touche aussi bien la musique que le graphisme, que le codage, que le scénario. Au fond, chaque jeune qui vient au non-lieu vient avec son petit intérêt spécifique et peut y mettre son petit grain dans ce projet commun. Il y en a un qui est absolument passionné par les pièges et par produire le truc qui va capturer l'autre. Dans le jeu de plateforme, il vient créer des pièges. On a une jeune fille qui est absolument fascinée par les dessins et les décors un peu bienveillants. On va essayer de réinjecter son intérêt pour les décors dans ce jeu-là et donc faire une espèce de mayonnaise entre eux. On est très sensible à l'ambiance de parole qui peut circuler pour que quelque chose puisse se produire. Voilà, je sais pas. Bon, voilà. Alors après, on a aussi beaucoup de jeunes autistes pour lesquels la situation est un peu différente, mais certains arrivent avec un savoir vraiment déjà bien constitué, un savoir très souvent autodidacte. Par exemple, un jeune qu'on a reçu qui avait 14 ans, qui était enfermé dans sa chambre depuis plusieurs mois. Sa mère était très inquiète, elle était à deux doigts de le faire hospitaliser parce qu'il mangeait quasiment plus. Et en fait, on s'est aperçu en creusant que dans sa chambre, il se formait 8 heures par jour en ligne au codage. Et donc, on l'a mis en contact avec certaines personnes qui dirigeaient des institutions, enfin des ateliers de création de jeux vidéo, et qui nous ont dit mais enfin ce type est un génie, vraiment il a appris plein de choses, ce qui fait qu'il a pu bon après un long travail avec lui, mais il a pu intégrer une formation de jeux vidéo en 3e année directement, lui qui n'avait pas le bac et qui s'était arrêté en fait au niveau 4e. Mais enfin, on l'a accueilli, on l'a fait rencontrer des professionnels qui ont pu faire l'état des lieux avec lui, voir où il en était, et lui glisser les bouts de savoir qui lui manquaient, notamment dans les mathématiques ou les choses qu'il avait oubliées, ce qui fait qu'il a pu voilà, il a pu regagner ce cursus-là. Et puis après il était en stage dans une boîte londonienne à distance. Il s'en est plutôt très bien sorti. Il s'en est bien sorti, mais surtout c'était très précis parce que lui, à 14 ans, il savait déjà qu'il voulait travailler pour Sega et pas autre chose, et que il avait arrêté le collège parce qu'il voyait pas le rapport avec Sega et collège, que c'était pas direct quoi. Et donc nous, on pouvait pas dire mais voilà, il faut que tu passes par toutes ces étapes, etc. C'était pas possible pour lui, donc il fallait aller donc on a réussi à trouver un prof de maths, enfin un ancien prof de maths, mais qui travaillait chez Ubisoft, qui avait travaillé chez Sega, et ça c'était très important, et donc qui est allé à l'essentiel, pas qui lui a donné les cours de maths, qui lui a donné les cours de maths dont il avait besoin pour programmer les jeux vidéo qu'il souhaitait programmer. Voilà. Et c'est important de dire que c'est un jeune qui donc est rentré dans une école à Bordeaux jeux vidéo, mais qui n'a pas tenu là-dessus parce que pareil, c'était pas encore assez précis. Il fallait quand même en passer par des choses qui l'intéressaient pas forcément. Et puis il y a eu le confinement, et c'est un jeune qui est toujours confiné aujourd'hui, mais qu'on continue d'accompagner à distance via le Discord dont je parlais tout à l'heure, et qui a ses projets avec le Japon. Alors c'est pas toujours facile parce que du coup il travaille la nuit, il dort le jour, et on est aujourd'hui le seul lien. Et je pense que c'est important de dire ça parce que voilà, les jeunes acceptent de venir au non-lieu
parce qu'il ne nous identifie pas, malgré le fait qu'on soit des psys, comme un lieu de soins. On est un lieu où ils viennent travailler pour beaucoup, ils se présentent comme ça, donc on n'est pas, pourtant, on n'est pas une entreprise, on ne fait pas directement de l'insertion professionnelle, mais voilà, ça permet à certains jeunes qui parfois ont un parcours, on va dire un peu spécialisé, un peu à côté, qui n'ont jamais été à l'école, qui ont toujours été dans des établissements spécialisés, de venir avec leur petite mallette, bien habillés, pour venir jouer à Minecraft au fond. Mais en jouant à Minecraft, ils sont avec un intervenant qui leur apprend à faire des mods. Et pour comment on fait un mod Minecraft, il faut savoir programmer en Java. Quand on sait programmer en Java, c'est déjà pas mal quand même dans la vie. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est un jeune aussi notamment qui se sert beaucoup d'un logiciel, je sais pas, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vocaloid. C'est un logiciel de synthèse vocale où vous pouvez faire chanter divers personnages. Et donc comme ça, vous pouvez, parce que c'est quand même problématique pour beaucoup de sujets autistes, le fait d'engager sa voix dans l'échange et de produire une parole qui soit qui vous implique personnellement. Et donc pour beaucoup, les outils numériques sont des façons de se risquer, de façon détournée, à pouvoir produire une parole et donc un point de vue sur les choses. Et donc lui, il passe beaucoup par ce logiciel-là, Vocaloid, et donc il fait plein de chansons chantées par une personne avec un fort accent japonais, mais avec des textes en français, ce qui fait que ça donne quelque chose de très particulier. Et donc il produit beaucoup comme ça sur Internet. C'est vraiment la façon qu'il a d'essayer de prendre la parole dans la vie. Voilà, un autre qu'on reçoit, il fait du doublage, il est vraiment extrêmement doué en doublage, sauf que quand vous êtes face à lui, c'est très difficile de parler avec lui parce qu'il est très angoissé par l'échange et donc il a tendance à vous envoyer bouler très très rapidement. Par contre, il est extrêmement doué en doublage et il fait des vidéos aussi où il prélève, on en parlait tout à l'heure, des dialogues de jeux vidéo que les fans connaissent et s'échangent pour faire référence. Lui, c'est ça. Au fond, il prend des dialogues d'un jeu vidéo qui décale et qui va mettre sur un film porno gay kitsch des années 70. Et donc, il coupe les scènes d'action au montage. Il garde que les scènes de dialogue, ce qui quand même rétrécit, si je puis dire, la durée du film. Et donc, il fait de façon détournée comme ça. Il introduit l'action du propos déplacé, quoi. C'est-à-dire une voix qui est pas à sa place, mais qui arrive quand même à parler. Et donc, on voit que lui, c'est sa façon aussi de se faire un style et de se faire un nom sur Internet à partir d'une pratique singulière de détournement de quelque chose, voilà, du matériau culturel qu'il a sous la main. Voilà à peu près. Que vous dire de plus? Donc, c'est toujours une pratique qui consiste à essayer à se faufiler dans les petits interstices pour essayer d'en récupérer quelque chose. Un jeune qu'on avait vu, il était extrêmement persécuté, paranoïaque, il pouvait pas sortir de chez lui parce qu'aux fenêtres, il y avait des snipers, il y avait des terroristes, on le visait, on lui tirait dessus. Donc, pour lui, dans la vie, c'est comme s'il avait toujours le petit point rouge du viseur qui était là. Et il s'intéressait beaucoup, du coup, il jouait beaucoup à des jeux, je me souviens plus le nom, mais de bataille navale, où vous avez des gros cuirassés, et vous vous tirez dessus. Et on voyait que quand on parlait avec lui de son usage des jeux vidéo, c'est aussi, enfin, pour illustrer la meilleure façon d'en sortir, c'est d'y rentrer. C'est que plus on parlait avec lui, et plus on avait le sentiment que ce qui l'intéressait dans le jeu, c'était vraiment le blindage, la cuirasse, le truc. Et plus on parlait de ça, et plus la conversation déviait vers une conversation du style ancien combattant qui parle de l'esthétique des vieux véhicules militaires. On voyait vraiment que parler du semblant, ça éloignait la présence de la guerre et de la menace. Et donc, au fil du temps, en échangeant avec lui autour des esthétiques des engins militaires, ça a relégué à l'arrière-plan la présence de la guerre et du regard qui le menaçait. Et donc, ça lui a permis de se soutenir dans l'existence et d'arriver. Ensuite, il a trouvé une solution. Il s'est fait son petit blindage personnalisé. C'est qu'il s'est fait une panoplie
entièrement cuir, blouson, bottes, tout ça. Et à partir de ce moment-là, il a pu ressortir dans la rue et mieux circuler dans l'espace du monde, parce qu'au fond, il avait son petit blindage personnalisé pour lutter contre le regard qui le visait. Donc on voyait que son usage des jeux vidéo et des batailles navales, en fait, c'était une tentative de fixer le regard qui le visait, quoi, au fond. Et ça, on le voit beaucoup avec des sujets plutôt paranoïaques. J'en ai vu un aussi comme ça chez lui, qui vivait reclus dans sa chambre. Et il pouvait absolument pas sortir de chez lui, et il passait son temps à jouer à des FPS. Et il était extrêmement doué parce qu'il fait, je sais pas, il jouait avec une équipe semi-professionnelle, il s'entraînait 6 heures par jour à se tirer dessus. Et il m'expliquait très bien qu'au fond, lui, il pouvait pas foutre un pied dehors parce que il avait l'impression que tout le monde le regardait et tout le monde le visait, et qu'au fond, il était au centre il était lui-même au centre d'un FPS, quoi. Donc quelque part, il avait eu cette formule quand j'en avais parlé avec lui. Il m'avait dit, mais ça exporte la guerre derrière l'écran. Donc jouer à ce FPS-là, ça localisait quelque part le lieu de la menace, ce qui fait qu'il était un peu plus tranquille à partir de là. Et au fur et à mesure de conversation avec lui autour de son FPS, on a pu finir par isoler des choses qui étaient importantes pour lui. Et du jour au lendemain, il s'est dit, bon, mais ça suffit, je vais pas passer ma vie derrière mon ordinateur. Et il a voulu reprendre une formation dans l'horlogerie. On se disait, mais ça n'a aucun rapport, il m'a jamais parlé de ça. Pourquoi passer des FPS à l'horlogerie? Et en fait, en creusant, on s'apercevait qu'il y avait plein de petits points communs, notamment le fait d'être un regard qui vise extrêmement minutieux. Au fond, l'horlogerie, c'était pour lui, voilà, quelque chose qui se vise et qui implique, une précision microscopique, ce qui était déjà en jeu pour lui dans son rapport au FPS. C'était quelqu'un qui vraiment faisait des tirs très très précis. Et le fait aussi que l'horlogerie pour lui, c'était quelque chose qui faisait taire les voix, puisque c'est un métier qui se fait en silence. Et c'était un jeune quand même qui avait été très menacé par les différentes paroles qui pouvaient circuler autour de lui. Il se sentait tout de suite agressé, désigné, visé, concerné par ce qui se passait. Je vais faire l'horloge. Oui. Il reste 5 minutes, 7 minutes si on veut poser, si vous souhaitez poser des questions. Voilà. Peut-être. Avant que la première question arrive, j'en profite pour rappeler, parce que ce matin, je vous ai parlé rapidement d'Imagina, le site dédié à l'éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine. Ce matin, je l'ai signifié pour vous dire que vous y trouveriez un lexique dédié aux mots du cinéma, de l'éducation aux images et du cinéma. Mais c'est un site sur lequel aussi on trouve des films d'atelier qui sont mis en ligne, et notamment vous y trouverez le film dont Gilles a parlé, là, réalisé, le film fait par Raphaël, accompagné par Guillaume, là d'ailleurs, à l'intervenant. Il est caché au fond de la salle, mais il est là. Et donc là, vous pouvez le voir en ligne, le film réalisé par Raphaël, qui a réussi à faire de nombreux choix de montage. Et voilà. Donc ça, vous pouvez le voir en ligne. Ça s'appelle c'est quoi le non-lieu, je crois, ou qu'est-ce que c'est le non-lieu? C'était un film qui avait été réalisé pour être présenté au Festival de Clermont-Ferrand à l'occasion des rencontres régionales des pôles d'éducation aux images. Et donc, on avait profité de ces rencontres nationales pour faire cet exercice-là. Ça permettait au non-lieu, c'était le tout début du non-lieu, ça nous permettait d'accompagner le non-lieu en qualité de pôle d'éducation aux images. Ça permettait à Raphaël de travailler le montage et du coup d'avoir aussi son film qui était diffusé à Clermont-Ferrand. Donc, c'était pas mal comme exercice. Donc, si vous voulez voir le non-lieu présenté à travers des extraits de films de super-héros, eh ben, n'hésitez pas à aller sur Imagina. J'ai pas de questions, mais juste pour vous dire à quel point je suis tout à fait admiratif du travail que vous faites tranquillement comme ça, de la psychothérapie qui n'est pas de la psychothérapie, tout en étant de la psychothérapie. Donc c'est vraiment du travail de haute volée, d'autant plus que ce sont des alors les collègues qui aiment bien les expressions imagées appellent ça les cliniques de l'extrême. On est au bord. Nous, on aime bien l'environnement cosy, bourgeois du cabinet du psychothérapeute ou du psychanalyste, parce que là, on sait où on va. Là, vous mettez les pieds dans un endroit où la main du psychothérapeute n'a jamais mis la souris, quoi, ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, bravo, c'est vraiment quelque chose de super. Vous faites du bon boulot. Et oui, Akinome, c'est
c'est le haut lieu de la geekitude des Bordelais. Donc j'imagine les gamins qui viennent des MEX ou des IME, quand ils rentrent là-dedans, qui voient les Macs, qui voient les gens plonger dans ces mondes-là, ils doivent se dire ah ouais, en fait c'est la maison quoi. Je suis né pour ça quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est quand même des jeunes, pour la plupart, qui sont quand même très malades et qui ont une grosse tendance à échapper quoi. Dès qu'on veut les fixer quelque part. Et c'est vrai qu'on joue beaucoup sur cet effet de désidentification à des malades. C'est ça qui pour beaucoup rend le lieu possible. C'est de rencontrer des pros, et donc ils viennent pas en tant que malades, ils viennent en tant que potentiellement pros du numérique. Et ça, c'est vrai que ça participe beaucoup à apaiser l'ambiance. Enfin, ce qu'on peut voir des fois en institution classiquement, où les jeunes s'intéressent beaucoup aux gens qui sont pas là pour s'occuper d'eux, l'agent d'entretien, le type qui fait le jardin. Et donc c'est cet effet-là un peu qu'on essaye de viser, cet effet bascule de désidentification à une position de malade pour pouvoir au fond amorcer quelque chose de nouveau avec eux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de jeunes très malades qui échappent beaucoup au circuit classique. Oui, alors une question en forme un peu de coq à l'âne. Je voulais savoir si vous étiez inspiré de sociétés peut-être numériquement plus avancées ou qui avaient des problématiques avec les jeunes à ce niveau-là. Je pensais aux hikikomori au Japon notamment. Et voilà, si ça avait nourri vos recherches ou vos travaux avant d'ouvrir ce non-lieu ou pas du tout. Pas vraiment. Au départ, pour créer le lieu, c'était partie de rencontres parce qu'on était des gens d'horizons divers, à la fois des psys, des parents d'enfants autistes ou des professionnels du numérique. Mais le constat qu'on faisait, nous, c'était plutôt celui d'un manque. C'est-à-dire à la fois le manque des institutions classiques qui souvent s'intéressent pas aux usages numériques des jeunes. Aussi le gros manque en termes d'âge, c'est-à-dire les enfants qui sont pris en charge en institution, quand ils ont 16 ans, souvent, on n'a plus grand-chose à leur offrir. La scolarité est plus obligatoire, ils se retrouvent comme ça largués chez eux, quand ils ont chez eux. Et aussi le manque qu'il y a au niveau des lieux de formation classiques. Parce que souvent les jeunes qu'on reçoit, comme ils ont un style particulier, ils se retrouvent très vite exclus des lieux d'enseignement classique, et aussi parce que eux, ils n'arrivent pas à rentrer dans un moule, classique. Donc nous, c'était au fond offrir un lieu qui réponde un peu à ce triple manque-là, des institutions, en termes d'âge et des lieux de formation, en essayant vraiment de proposer une formation sur mesure à partir de ce qui fait intérêt pour eux, pour pas les perdre en route. Parce que sinon, si on veut imposer un truc préformaté, c'est foutu. Donc c'était plutôt ça notre constat de départ, ce qui a vraiment été moteur du truc. Voilà. Bon, ben merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. On a un compte Instagram, on a un compte Facebook et un site internet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez des questions à nous les poser plus tard. Voilà. Bonne fin de formation et à très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.